Il était très attendu. Il est finalement là. Le gouvernement Samalou Condé place maintenant au travail. Mais la question que l'on devait véritablement se poser est celle de savoir quels sont les véritables défis qui attendent la classe politique congolaise, toutes tendances confondues. Messieurs et dames, vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue à bord. Des fils en aiguille, découvrons à présent l'invité du jour. C'est dans la célèbre rubrique Eche Homo. Ernestine Nyoka. Ernestine Nyoka est juriste de formation de l'Université de Kinshasa, avocate au barreau de Kinshasa-Gombe depuis 1994. Elle était vice-ministre du budget au gouvernement Matata Ponyo II. Maître Ernestine Nyoka est porte-parole des Forces Patriotes Unies, parti sociétaire de l'Union sacrée de la Nation. Madame Ernestine Nyoka, bienvenue dans le jeu. Merci beaucoup, merci M. Durand. Je crois que c'est pour la deuxième fois. Ouais, c'est la seconde fois que vous me recevez dans votre prestigieuse émission. Nous en sommes honorés. Merci. On s'installe. Merci beaucoup. Alors, dès l'entame de l'émission, porte-parole chargé des communications de Force des Patriotes Unis. Mais après enquête, nous réalisons que c'est un parti de l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Vous êtes l'une des têtes des proue, l'une des têtes couronnées du PPRD. Comment expliquer qu'on vous retrouve dans un parti qui se trouve être dans l'Union sacrée? Je pense que quand on fait une marche politique, on observe comment la nation évolue, comment la nation avance. Et on observe autour de soi, parce qu'un homme politique, c'est celui qui s'occupe d'abord de la population, du peuple. Il faut se poser des questions, où se trouve le peuple? Quels sont les besoins du peuple? En ce moment-là, on s'est dit, je crois qu'on apporte la meilleure pierre à l'édification, à la construction, à la reconstruction. La meilleure pierre qu'on apporte, c'est celle de pouvoir booster le pouvoir qui est en place. Et j'aimerais prendre, si je peux le dire, à témoin, le discours du président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui, au lendemain des élections, de la publication des élections, dans son dernier discours, avait demandé à l'époque à nous, qui étions cadres FCC, cadres PPRD, de pouvoir apporter main forte au président de la République. J'ai cité Antoine Félix Tshilombo, son excellence. Et donc, c'est une marche normale. La politique, elle est dynamique. J'ai observé et j'ai pris mon option. Vous avez tourné les dos au PPRD, qu'on le dise clairement. Tant que le PPRD reste dans la résistance, et moi je suis maintenant dans l'union sacrée de la nation, et donc nous n'avons pas les mêmes objectifs, même si nous regardons le même peuple, chacun a sa dimension. J'ai pris d'autres directions. Vous avez pris une autre direction, mais avant de tourner définitivement cette page PPRD FCC, comme je l'ai dit, vous êtes l'une des figures de proue du FCC PPRD. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de votre famille politique, au sein de votre ex-famille politique? Je n'aimerais pas parler en termes de qu'est-ce qui n'a pas marché. Sinon, si je dois m'exprimer ainsi... Vous avez accumulé une série d'échecs, madame. Si je dois parler ainsi, si je dois parler en termes de ce qui n'a pas marché, je dirais tout simplement qu'au lendemain des élections, celui qui était le dauphin, à son excellence Joseph Kabila Kabange,
qui était mon secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, avait perdu les élections. Je pense que tout être humain, en toutes circonstances, après un échec, surtout celui des élections, on se remet en question. On se remet en question. Ce qui n'a pas été fait. Et on lève des options. Personnellement, moi, j'ai levé mon option. Okay. Donc, je peux dire, il n'y a que à travers cet élément que je puis réaliser, me remettre en question et me dire, je prends une autre direction, mais qui est toujours la direction du peuple. Je ne pense pas que j'ai changé. Je pense que je suis resté fidèle au peuple congolais. Parce que dans les FCC, dans le PPRD, je regardais la direction du peuple. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée pour la nation, je regarde toujours la direction du peuple congolais. Donc je suis resté la même. Vous êtes resté la même. Parlons maintenant de l'avenir. Vous avez adhéré à l'Union sacrée. Mais madame, dites-nous, à quoi vous avez adhéré? Il faut dire que j'ai commencé par adhérer à un parti. Les FPU. J'ai cru à l'idéologie de ces partis. C'est un parti qui prône aussi la social-démocratie. Comme les PPRD, comme le PPRD, comme l'UDPS, comme la plupart d'autres partis qui sont et dans le FCC, et dans le CACH, et dans les autres partis qui sont dits d'opposition. La plupart des partis politiques en RDC sont des partis sociaux-démocrates. Par rapport aux réalités que nous vivons, par rapport à la longue dictature que nous avons vécue et aujourd'hui, à voir comment nous pouvons nous orienter avec la misère et la pauvreté qui est aujourd'hui la nôtre. Je pense qu'il faut une dose du socialisme, c'est-à-dire une dose du social, à y associer un peu de libéralisme, mais avec une justice réelle, une justice distributive qui peut permettre à ce qu'il y ait des équilibres entre les populations et pouvoir créer en tout état de cause une classe moyenne. C'est ça qui est important. Vous avez adhéré à tout ça, madame, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça sans pour autant chercher à vous mettre la pression. Joseph Kabila dit qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais. Et on décrit toujours la transhumance de nos politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas craindre que Mme Ernestine Nyoka aussi, avec son départ, vienne confirmer cette transhumance? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut d'abord partir de l'idéal qu'a cette personne. Comme je l'ai dit depuis le départ, l'idéal, c'est que nous connaissons beaucoup de choses. Il y a la population qui est paupérisée déjà. Il y a le point le plus culminant, et celui qui s'accentue davantage aujourd'hui, c'est celui de la question de l'Est. En tant que femme. Vous avez vécu et étudié pendant des années à l'Est. En tant que fille du Congo, c'est vrai, comme vous le dites, beaucoup de souvenirs. J'ai étudié au lycée Amani à Goma. J'ai étudié au lycée Mwangaza à Bourale, non loin du territoire de Walungu. J'ai terminé mes humanités à l'Atene d'Ibanda, en plein centre-ville de Bukavu. Et donc j'ai passé de longues années dans la partie est du pays. J'y ai laissé beaucoup de souvenirs, beaucoup de familles, beaucoup d'amitiés. Je me sens comme tous les Congolais, pas simplement parce que j'ai vécu comme tous les Congolais, touché dans son fort intérieur. Ce qui a comme atrocité me choque terriblement, particulièrement ce que la femme congolaise est en train de vivre. Je me dis, pourquoi pas? Parce que assez souvent, même lorsque nous avions passé notre célèbre mois de mars, je crois que ma pensée la plus forte a été pour la maman de l'Est, et je l'ai dit sur plusieurs médias. Je pense que je peux, dans mes analyses, dans ma façon de faire, dans le fait, comme je l'ai dit toujours, la politique elle est dynamique, il faut voir quelles sont les réalités du moment, d'hier qui était autre, d'aujourd'hui les atrocités augmentent. Par rapport à ça, je pose ma pierre où je vais aider qui avec l'humble stratégie et intelligence que j'ai. Madame Ernestine Nyoka, on traite un mal par ses causes. L'Est, encore l'Est, et toujours l'Est. Vous avez vécu, vous avez même étudié dans cette partie de la République. Dites-nous, de façon ne serait-ce que condensée,
Qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République? J'aimerais d'abord attirer l'attention de tous mes compatriotes sur un point. Pour y avoir vécu, je sais qu'il est difficile de faire la démarcation entre les populations de chez nous, entre les populations burundaises, les populations particulièrement rwandaises et les populations particulièrement ougandaises. Ça dépend, vous êtes à Goma, vous avez le Rwanda, vous êtes vers Bukavu, vous avez plus le Burundi, vous êtes vers Ituri, Bunia, vous avez plus l'affluence de l'Ouganda. Il est difficile de faire la démarcation entre les deux. Je dirais que ce sont des pays non seulement voisins, mais des pays frères et amis. Il y a beaucoup de mariages entre les deux populations. Et donc, ajouter avec la donne de l'Est, il faut une dose de sagesse. Pas simplement y faire la guerre, pas simplement faire parler les armes pour arrêter, mais je pense qu'au-delà des armes, il y a des négociations, même si on ne les aime pas. Il faut des pourparlers, il faut des états généraux pour pouvoir savoir quelle est la dose de ceux qui sont congolais. Leur implication, quelle est la dose de ceux qui sont pays voisins, leur implication. Quelle est la dose aussi de tout ce qui est organisme, pays occidentaux et tous comment on va dire, ceux qui viennent faire les désordres à cause aussi des minerais, il faut savoir parce que ce sont des donnes qui sont complexes. C'est une guerre de prédation économique. Comme je l'ai dit là, serait victime de ses richesses. Elle serait victime de ses richesses par rapport à nos frères africains, par rapport aux firmes étrangères internationaux, les multinationales. Les multinationaux, et par rapport à nous-mêmes Congolais. Parce qu'il y a des réalités, il y a des tireurs de ficelles. Comment pouvez-vous vous imaginer qu'il y a la guerre à l'Est, mais lorsque vous regardez comment ces provinces se construisent, vous vous rendez compte qu'il y a une richesse énorme et que cette partie-là est en guerre, comme on l'a dit, mais d'où viennent toutes ces richesses? C'est compréhensif. Il y a anguille sous roche, eh bien il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès, vous l'avez dit, le mot est sorti de votre bouche. Comment crever cet abcès? Que faire? Je crois que pour moi, il y a d'abord la guerre à mener. Il y a des stratégies militaires à faire. Il y a peut-être les différents États, on va dire l'armée elle-même, les différents commandements. Il faut des mouvements nouveaux, un sang nouveau. J'ai apprécié particulièrement ce que le président de la République a fait tout récemment. En Ituri, on a envoyé un contingent d'au moins 60 000 hommes FARDC. Parce que hier, tout le monde se plaignait. On ne sent pas tellement la présence de l'État de ce côté-là. On ne sent pas la présence policière. On ne sent pas la présence de nos forces armées. Les miliciens, PADECO, entrent et sortent comme ils veulent. Ils viennent libérer même des gens en prison comme s'ils étaient en terre conquise. Et donc, la première stratégie, je crois que c'est celle-là. C'est la stratégie militaire. Comment renouveler un sang nouveau, des idées nouvelles. La force des canons. Les idées nouveaux et les militaires vont faire leur stratégie et je pense que c'est à eux de pouvoir, avec leur expertise, voir quelle est la meilleure des solutions par rapport à cette stratégie militaire. La seconde, je pense qu'il faut que les fils et filles du pays puissent se mettre ensemble. J'ai parlé des états généraux qu'on peut faire, je parlais des différentes... Mais ça c'est une vieille recette, Madame Nyoka. Il y a eu des barzas, des rencontres entre Congolais. La solution est évolutive. Et toutes ces rencontres sont restées infructueuses. La solution, la situation, elle est évolutive. Je ne pense pas qu'on peut simplement s'arrêter à la question d'hier. La question d'aujourd'hui est une question capitale aussi. Regardez, hier, au centre, dans le Kasaï central, il y a eu la question de Kamwena Nsapu. D'aucuns a condamné le pouvoir de l'époque à créer une situation. Alors que c'est des choses qui peuvent arriver quand on ne traite pas très bien les questions de pouvoir coutumier. Et aujourd'hui, toujours dans le centre,
Cette fois-ci, ça se déplace. Ce n'est plus dans les Kasaï centrales, mais la question de l'insécurité entre les différentes tribus, les populations, quitte les Kasaï centrales. Quitte les Kasaï centrales. Maintenant, ce sont les populations du Kasaï central d'une part, c'est du territoire de Ndemba et c'est des choses du Kasaï, la population de Mouekaï et ses alentours. Et donc, il y a des questions qui nous concernent nous-mêmes, notre vouloir vivre collectif entre différents clans, entre différentes tribus, qui doit pouvoir être réglé. Hier, lorsqu'il y a eu la sécession du Sud Kasaï, il y avait aussi la question aussi des populations Luba et des populations Lulua. Mais nous avions su enterrer la hache de la guerre. Et donc, je pense que, comme l'on dit, le linge sale se lave en famille, il y a réellement nécessité de laver le linge sale. Mais il y a un lieu, sinon il y a une question sur laquelle tous nous ne faisons pas attention, ou nous ne faisons plus attention. Nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba, celle du 24 février, je crois, 2013. Oublié dans les tiroirs, non? Oublié dans les tiroirs, alors que nous avons tout un bureau de mécanismes de suivi qui doit pouvoir appliquer cet accord. Dans cet accord, il y a la part de l'État congolais. Dans cet accord, il y a la part des choses des États voisins. Dans cet accord, il y a la part de la communauté internationale. Mais évaluons sur cet accord, qu'est-ce qui n'a pas avancé, qui est-ce qui avance. Évaluons avant de voir aussi la question de la MONUSCO qui vient à notre rescousse. Évaluons que pour pouvoir autrement définir les mandats aussi de la MONUSCO. Il faut évaluer. Et donc, il y a au moins, je crois, 3-4 pistes à exploiter pour que nous puissions aller de l'avant. C'est méticuleux, mais il faut oser. La piste diplomatique, la solution, parce qu'il faut le dire, madame, les armes ont montré leurs limites. Peut-être la piste diplomatique, et le moment est indiqué parce que c'est un Congolais qui se trouve à la tête de l'Union africaine. Justement, faut-il pas saisir cette opportunité? Autant nous avons le souci de régler la question tchadienne. Je crois que le président Félix, qui est le président en exercice de l'Union africaine, vous l'avez vu faire les déplacements vers le Tchad. Il a même fait les déplacements vers la France, pour parler de la France-Afrique. Mais dans cette France-Afrique, je crois que le point culminant est celui du Tchad, avec ce qu'il y a comme regain d'insécurité. Mais on ne doit pas éluder la question de la RDC. Il faut en parler avec cette communauté internationale. Comme aussi, il ne faut pas éluder les questions sur l'Érythrée, l'Éthiopie. Tout ça, ce sont des questions, parce que de plus en plus en Afrique, c'est des guerres, mais ce sont des formes de terrorisme assez brutales, assez accrues. Donc, il faut lever les options sur ça. De manière diplomatique, c'est absolument nécessaire. Madame Nyoka, vous n'avez pas relevé l'aspect complicité. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, qu'il y aurait des Congolais qui sont en train d'alimenter, d'attiser les feux dans cette partie de la République en alimentant les groupes armés. Les faits sont tellement graves. Mais justement, je pense que je l'ai dit quand j'ai dit que nous devons parler entre nous les Congolais. Il y a des tireurs de ficelles. Donc il n'y a pas que la question de vouloir vivre ensemble, des ethnies ou des tribus qui posent problème entre elles. Mais il y a aussi des questions de gourmandise sur les minerais, des gens qui veulent s'enrichir et s'enrichir à tout prix. On sait que quand il y a les choses, quand il y a la guerre, quand les armes sont en train de crépiter, c'est assez facile pour que dans les contrées lointains où les bureaux de l'État sont assez éloignés, dans ces bureaux lointains, les gens sont en train d'exploiter à volonté les minerais et de s'enrichir. Et ces personnes ne voudraient vraiment pas que cette situation s'arrête. Parce que quand vous observez la situation sur le terrain, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de milices. Des milices qui sont congolaises, qui vous disent non, nous on vient en appui à l'armée. Mais quand vous regardez de très près, ils viennent appuyer les FARDC. Mais ce sont aussi les mêmes qui égorgent nos populations. Ce sont aussi les mêmes qui violent nos femmes et nos filles. Et donc, l'homme congolais lui-même, il est présent. Et puisqu'il est présent, je pense que pour moi, il faut un dialogue. Il faut que les Congolais de la contrée se parlent. Et ce n'est pas à eux d'organiser, c'est au gouvernement de pouvoir organiser la question. Ça doit être organisé au plus haut sommet de l'État et que les décisions puissent
d'une manière certaine s'imposer. Madame Nyoka, nous l'avons évoqué, certainement les défis d'ordre sécuritaire feront partie des priorités du gouvernement Sama Lukonde. Au-delà des questions sécuritaires, quels sont les défis, d'après vous, qui attendent cette équipe? Je vais me répéter, pour moi, les défis prioritaires, c'est la question sécuritaire, principalement la question de l'Est. Parce que je pense que si on maîtrise l'Est, les peu de provinces qui ont tendance à vouloir faire aussi un soubresaut de terrorisme, hein, j'aime appeler ça terrorisme, comme avec une guerre atypique. Comme avec les Bakatakatanga, comme avec ceux qui s'élèvent un peu dans les choses, dans les grands équateurs. Je pense que si on règle ça d'une certaine façon, ça fait un peu comme on tire une sonnette d'alarme. Ceux qui veulent suivre le modèle vont pouvoir s'arrêter. Je pense qu'il y a aussi cette question-là. Au-delà de la question sécuritaire, il y a une question aujourd'hui qui est cruciale. Laquelle? Il faut un exercice ardu de la maîtrise du cadre macroéconomique. Il faut sinon respecter les lois de la République pour tous les services qui sont impliqués dans la mobilisation de recettes. Il faut canaliser pour éviter le coulage des recettes. Il faut canaliser pour que l'on n'entende pas que tel est parti avec 10 millions de dollars dans ses poches. Il faut canaliser. On peut le faire, ce n'est pas impossible. Je me rappelle que lorsque nous étions au gouvernement Matata, nous avions à l'époque sorti 32 mesures économiques urgentes pour juguler la crise. Parce qu'à l'époque, nous avons aussi connu une crise atroce avec la descente aux enfers des prix de nos minerais. Vous savez que la RDC de manière générale, on va dire 60% de ces recettes sont des recettes minières. Et donc, il faut du sérieux dans la mobilisation des recettes. Il faut, je vais encore dire les mots même s'il n'est pas à sa place, du sérieux, sinon une dépense de fonds du trésor public de manière saine. Il faut pouvoir suivre les règles. Les règles, comment on dépense, où commence la dépense, elle commence au ministère du budget. Nous avons d'abord un budget qui est voté. La chaîne des dépenses. Respecter ce budget, respecter la ligne des crédits qui est chose attribuée, sinon allouée à chaque département. Et donc, de manière générale, en commençant par l'institution présidente de la République. Respecter la règle, de ces côtés, il y a beaucoup des dépenses pour que nous puissions éviter aussi des dépassements budgétaires. Je crois que cette question-là, elle est capitale. La mobilisation et la dépense. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons mobiliser 36 milliards de dollars simplement par la parole. Nous devons mobiliser 36 milliards de dollars par le travail. Et donc ce travail-là, il faut l'organiser. Et je pense aussi que l'autre question parce qu'il faut dire que 3 ans c'est peu. 3 ans c'est peu pour que le gouvernement puisse appliquer son ambitieux programme. Qui est un très bon programme. Hein? Mais sur 3 papier, ans, justement, quand on lit, tout naît des idées. Un très bon texte. Tout naît des idées. C'est après les idées qu'on matérialise. C'est un très bon texte. Maintenant, il faut voir la praticabilité sur terrain. Qu'est-ce que nous faisons sur terrain? Sur terrain, on prend l'aspect sécuritaire, on prend les aspects, comme moi j'aime bien le dire, de maîtriser le cadre macroéconomique, la question de mobilisation, les questions des choses, des prix sur le marché, les questions des taux d'échange. C'est des éléments importants qui ont des implications, sinon des conséquences ou des ramifications sur tous les autres secteurs. Et puis, je crois qu'il faut un accent très particulier sur les questions éducatives, scolaires, universitaires, études universitaires et les questions de santé. Il faut absolument un accent particulier. Bon, je clôturerai par dire qu'il faut tuer la faim. Tuer la faim, mais comment, madame? Nous avons des terres arables. Nous avons des terres arables. Oui. Par ma petite expérience d'avoir été au gouvernement,
je me suis toujours dit que le ministère de l'Agriculture et associé celui des infrastructures sont des ministères clés pour tuer la faim. Nous avons des terres arables. Il est possible que l'État, non seulement que l'État fasse de l'agriculture intensive, mais il est possible de faire comme en Outre-mer, l'État subventionne les agriculteurs. Les vrais, ceux qui ont réellement des fermes, les vrais qui sont vraiment dans l'agriculture à grande échelle, il y a moyen de les subventionner au lieu de passer notre temps à amener du maïs de Zambie, du maïs d'Afrique du Sud, du riz de Taïwan, alors que chez nous, même ici à Kingabwa, les riz poussent très bien. À Bumba, les riz poussent très bien. Quand vous allez dans les Maniema, vous avez du très bon riz, ça pousse très bien. Et même dans le sud Kivu. Et donc, il y a moyen de pouvoir organiser ces secteurs-là. Et puis, bon, les restes, il faut peut-être les programmer sur la seconde année. Mais sur la première année, il faut prendre ces secteurs ici en compte pour permettre à la population réellement de souffler. À la population de souffler de façon non exhaustive, vous avez énuméré quelques défis, madame, mais l'exécutif national, le gouvernement Sama Lukonde, l'équipe est là. Pensez-vous que les castings est à la hauteur de ces défis? Bon, Nous avons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne peux pas connaître tout le monde, c'est vrai. Oui. Mais quand vous globalement, regardez, en tout cas. Globalement, je crois qu'il y a eu un effort qui a été fait. L'effort ne doit pas consister, ça vraiment je me taper le poing sur la table. Même du côté gender. L'effort ne doit pas consister simplement dans le renouvellement de la classe politique. L'effort ne doit pas seulement consister dans associer davantage, comme on le dit, la jeunesse. L'effort doit consister dans l'expertise. Qui a l'expertise que pour pouvoir... avoir l'expertise, ce n'est pas dire que vous avez déjà été une fois au gouvernement, alors vous avez l'expertise. Non. Avoir l'expertise, c'est... Par exemple, comme le Premier ministre, il a fait certaines études. C'est un universitaire. C'est un ingénieur. Et donc, quand on est un universitaire, non seulement on a une formation d'ingénieur, mais on a en réalité une connaissance générale. Un universitaire, c'est celui qui est capable de pouvoir réfléchir, même sur d'autres domaines, eh bien, il peut amener des solutions adéquates pour faire avancer les choses. Et donc, il faut cette expertise. Je crois de manière générale, il y a eu quand même une certaine conformité, on va dire. Hein. Bon, maintenant, il faut que les personnes se mettent à l'œuvre pour qu'après nous puissions dire que bon, là c'est bon ou là ce n'est pas bon. Seulement, on juge un artiste par son œuvre. Seulement, j'aurais aimé personnellement qu'au bout d'un trimestre, qu'il y ait une évaluation. 100 jours, hein? Les fameux 100 jours. Les fameux 100 jours, mais il faut les dépasser un tout petit peu, hein, les dépasser un tout petit peu, et puis il faut évaluer pour savoir quels sont les secteurs qui marchent, qu'est-ce qui manque à ces secteurs, parce que deux fois, ce n'est pas l'inexpérience de l'être humain, parfois pas. Au Congo, nous avons beaucoup de cadres, au Congo, nous avons beaucoup de richesses humaines. Parfois, c'est simplement comment organiser aussi le gouvernement. Par rapport à la redistribution des richesses, on va dire, par rapport aux fonds qui doivent être dépensés. Il y a des ministères qui prennent plus d'argent, qui sont budgétivores, mais il y a d'autres ministères qui aussi ont besoin, ont une nécessité accrue de l'argent, mais ces ministères-là ne se retrouvent pas. Lorsqu'ils font une demande, la demande reste sur papier et l'argent ne suit pas. Donc il y a des ministères où quand l'argent est demandé, bon, on s'active. Hein. Vous savez, par exemple, le ministère des Sports, nous aimons tous les sports. Nous aimons tous les sports. Nous aimons le football, on va dire sport roi, nous l'aimons beaucoup. Et quand ils bousculent, nous terminons toujours par les servir. Alors que si les ministères du genre tambourine sur la table, ou si le ministère du genre, ou le ministère de l'agriculture surtout, tambourine sur la table, vous allez vous rendre compte que les fonds ne suivent pas, ou les fonds suivent très difficilement. Et donc, il y a des ministères pour qui il faut vraiment accompagner avec des fonds
dans la mesure où le programme est déjà là et que le ministre lui-même, qu'il a un planning de travail assez déterminé, ces ministères-là, quand vous les accompagnez avec le fonds, ben vous allez être étonné que nous allons avoir de la nourriture. Hein. Nous parlons d'agriculture, pêche et élevage, mais qu'est-ce que nous faisons pour la pêche? Alors que nous avons du poisson qui meurt dans nos eaux. Des vieillesses. Voilà, qui meurt de vieillesse. Nous avons la terre arable, mais la terre, elle est là, elle ne produit rien. Nous avons beaucoup de choses, de bétail, mais nous faisons quoi pour les nourrir, comme font les autres, pour permettre à ce que ces bétails puissent, le nombre puisse accroître de façon à ce que toutes les populations soient nourries. Madame Nyoka, vous êtes d'abord et avant tout une dame, une femme. Pensez-vous que cette fois-ci, les femmes ont été suffisamment servies? J'aimerais d'abord, avant de dire si les femmes ont été suffisamment servies, remercier son Excellence, le chef de l'État, pour avoir insisté sur la question du quota de la femme. Ça a été le point qui nous a réellement touchés, réellement fait plaisir. Parce que bon, quand nous lisons notre constitution, nous avons notre article qui nous protège, sinon qui promouvoit le droit de la femme, mais en réalité, la pratique sur terrain, la pratique est difficile. Lorsque nous regardons depuis les indépendances jusqu'à ce jour, passé par le gouvernement, le pouvoir de Mobutu, le pouvoir de Mouzé, le pouvoir de Joseph Kabila Kabange, le nombre de femmes dans les institutions publiques croît faiblement. Mais je pense, sans crainte de le dire, aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons quand même 27%, même si nous ne sommes pas encore arrivés à 30%, alors que la Constitution parle de 50%. Alors, moi, j'encourage les chefs de l'État de faire encore plus, parce que c'est possible. La gente féminine, elle a des compétences. C'est possible. Mais la gente féminine doit aussi les mériter. C'est possible. Ce n'est pas un cadeau sur un plateau d'or. Battez-vous. J'ai dit la gente féminine a des compétences. Aujourd'hui, plus que hier en 60, où il n'y avait que Madame Sophie Liaou, Sophie Kanza, où il n'y avait qu'elle et quelques rares dames qui terminaient l'université, qui ont pu travailler dans les différents gouvernements. Elles étaient à compter sur le bout des doigts. Mais aujourd'hui, ne sont pas à compter sur le bout des doigts. Aller dans l'université. Moi, je suis du domaine judiciaire, avocat de profession. Je vous enverrai d'abord, jeter un regard dans nos cours et tribunaux. Vous allez voir combien de femmes sont magistrates. Même dans nos universités. Alors, quand vous allez voir au niveau du barreau, de nos différents barreaux, vous allez voir combien de femmes sont avocates. Le nombre croît. Et quand vous allez dans nos universités, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de jeunes femmes qui sont à l'université et qui font aussi des résultats extraordinaires. Et donc, elles ne déméritent pas. La méritocratie et l'existence. Il faut simplement qu'au niveau de nos différents partis, que le mot d'ordre soit suffisamment donné pour que l'on puisse aligner les femmes. Eh bien, il y en aura. On peut arriver. Avoir un gouvernement, par exemple, de 55 personnes comme nous l'avons là, 50-50, ce n'est pas impossible. Les entreprises publiques, lorsqu'elles vont commencer, autant d'entreprises publiques sont dit, à supposer qu'il y en a 50 et qu'on dise qu'on a besoin aussi des dames, 25 chez les hommes, 25 chez les dames, c'est possible. Madame Nyoka, vous venez fraîchement du FCC. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union Sacrée. Quelles sont les erreurs qu'aujourd'hui l'Union Sacrée doit éviter pour que ce qui est arrivé au FCC ne lui arrive pas? Parce que là, vous avez l'expérience. Vous venez de l'autre bord, aujourd'hui vous êtes dans l'Union Sacrée. Quelles sont les erreurs à éviter alors que le FCC n'est plus en coalition avec cette Union Sacrée? Le président Félix Tshisekedi est resté seul, il n'a plus d'excuses. Quelles sont les erreurs à éviter? Je n'aimerais pas parler... en termes d'erreurs. En termes d'énumérer 1, 2, 3, 4, 5 erreurs, non. Je crois que c'est une erreur globale. Et qu'aujourd'hui, cette erreur-là, on la ressent encore. Hier, le président Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, avait dit qu'il manquait 15 personnes. 15 bons collaborateurs. 15 bons collaborateurs qui pouvaient l'entourer et faire un bon travail. Mobutu hier a dit « Je ne peux rien tout seul,
Mais avec l'appui de vous tous, eh bien, je peux aller de l'avant. Mais aujourd'hui, nous constatons que aussi, autour du chef, il y a encore un problème d'entourage. Encore et toujours. Encore et toujours un problème d'entourage. Mobutu hier a dit, je ne peux rien seul. Kabila hier a dit, j'ai besoin seulement de... Si j'avais 15 bons collaborateurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on observe, il y a encore ces problèmes des choses de collaborateurs qui sont au rendez-vous. Mais il faut quand même saluer que non seulement il y a un problème d'entourage, malgré tout, quelques personnes ont été ciblées et quelques personnes ont été sanctionnées déjà. Sinon, en voie d'être sanctionnées. Ça, c'est à saluer. Question des collaborateurs, et vous parlez des sanctions. Là, vous nous plongez directement dans la justice. Est-ce la justice congolaise à l'heure actuelle, nous sentons une sorte de remue-ménage, hein? Ça bouge de partout, qu'il y ait des arrestations. Mais avez-vous l'impression que c'est une justice vengeance, une justice à double vitesse, une justice sélective? Il y a un problème. Notre justice... Que vous êtes une avocate aussi. Notre justice, ça fait 26 ans que je suis avocat. Il est difficile que je puisse m'exprimer sans parler de la justice. C'est ma seconde nature, sinon ma première nature, si je peux m'exprimer ainsi. Notre justice a besoin de beaucoup de choses. Notre justice n'a pas que besoin que les magistrats et tous les corps judiciaires et les extrajudiciaires n'ont pas besoin simplement que cela soit bien rémunéré. Donc c'est vrai, il y a d'abord la question de la rémunération qui doit pouvoir évoluer. Mais ce n'est pas la seule question. Je pense, à mon humble avis, qu'il va falloir mettre en place, comme c'est fait dans le temps et comme ça se fait dans d'autres pays, l'école de droit et d'administration. Nous autres, les avocats, lorsque nous prêtons serment, nous avons 2 années probatoires pour pouvoir bien prester. Je pense qu'il faut cette école-là, après ce qu'on fait à l'université, il faut parfaire un peu les juristes qui prétendent devenir magistrats. Il y a des questions d'éthique sur lesquelles il faut insister, des questions de déontologie, parce que parfois ça fait mal, hein? Parfois c'est criant lorsqu'on se rend compte qu'on peut renvoyer dos à dos des choses, 2 protagonistes, alors que l'un a ses droits et l'autre ne l'est pas, parce que c'est vrai, une enveloppe est passée. Parfois c'est vrai, ça fait très mal. Mais il y a aussi la question d'accompagner ces magistrats. Infrastructure, les frais de fonctionnement. Vous imaginez que la plupart du temps, c'est nous les avocats qui suppléons à certains frais que pour pouvoir mettre en branle le mécanisme judiciaire. Vous devez diligenter l'affaire. Il faut diligenter la procédure. Et quand on diligente la procédure, parfois on se croit tout permis. Alors, ce sont ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, non, j'allais oublier, il y a aussi la question des textes de loi. Il y a des textes de loi qu'il faut adapter. Aujourd'hui, il y a des textes de loi qu'il faut adapter. Moi, je dis toujours, principalement les affaires qui passent devant nos différents parquets, où le magistrat est seul en train d'instruire un dossier. C'est des questions difficiles. Les magistrats est roi dans ces dossiers. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un minimum de choses qui se font, qui ne doivent pas se faire. Donc il faut un regard du ministère de la Justice sur ces magistrats, sur ces parquets. Un droit d'injonction. Il y a eu la loi Sakata Minakou, une droit d'injonction, s'il vous plaît, un droit d'injonction, on va dire positive, pas dans la négative, hein, pas donner instruction pour dire changez-moi votre procès verbal là en tel, donner. Non, mais il faut un suivi. S'il n'y a pas de suivi, moi-même aujourd'hui, je suis en train de suivre l'affaire d'une jeune dame qui a été tuée à Likasi. Mais l'affaire est en train de piétiner parce que les magistrats ne posent pas les actes qu'il faut. On va enterrer la personne, on n'a pas intéressé les médecins légistes. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui, on ne peut même pas exhumer parce qu'il nous manque un certain mécanisme, sinon du matériel, qui est pour pouvoir faire une autopsie post-mortem. Vous voyez un peu tout ça? Et donc, il y a des textes à faire un toilettage et à mettre à niveau.
Il faut voir comment les autres travaillent avec la police scientifique que pour pouvoir détecter des infractions, que pour pouvoir prélever les éléments d'infraction. Et puis aussi, je pense que il faut quelque part, c'est bon aujourd'hui que la justice se mette en branle pour arrêter certains. Arrestation par-ci, arrestation par-là. Pour ouvrir des dossiers. Mais nous devons faire très attention. On ne doit pas se retrouver dans une république de juges. Parce que lorsqu'on commence à pourchasser des gens, parfois pour des problèmes, des dossiers, quand vous suivez de près, ça fait des dossiers imaginaires. Moi, j'ai observé principalement, je veux que les journalistes soient en difficulté. Je veux que, par exemple, les journalistes soient en difficulté. Moi, je pense qu'il faut savoir, lorsqu'on lance une procédure, ça ne doit pas devenir une affaire des réseaux sociaux. Voilà ce que j'étais en train de chercher. Quand on lance une procédure, ça ne peut pas devenir une affaire des réseaux sociaux. Ça ne peut pas faire comme si on est en train de matraquer la personne. Sinon, cette personne aurait raison en disant que non, c'est un compte à rebours qui a commencé pour moi. Non. Par les mécanismes qui existent dans notre loi, invitez la personne, faites les mandats dans les réseaux sociaux. Un mandat de comparution. Des fois, nous découvrons notre mandat de comparution dans les réseaux sociaux, mais quand vous allez avec la personne devant le parquet, ça ne vient pas d'ici. Nous savons nous tous que sur les réseaux, on peut créer des choses. La justice doit être une affaire où le politique ne doit rien dire. Le politique ne doit pas commenter sur la justice. La justice est un secteur très technique. Il y a des techniciens qui sont appelés à poser des actes. Eh bien, il faut laisser ces techniciens-là poser des actes. Merci Madame Nyoka. Merci monsieur. On n'a pas beaucoup parlé des FPU dont vous êtes la prochaine fois, certainement. Nous devons parler du FPU parce que je pense que bientôt nous allons organiser notre mini-congrès. Parce que ça fait 3 mois simplement que le parti vient de voir le jour. Un jeune parti. C'est un jeune parti qui est encore en train de faire ses pas. C'est un jeune parti qui est encore en train de faire son implantation à Kinshasa, qui n'est pas encore parfait, mais à l'intérieur du pays, comme dans les Grands Équateurs, dans les Sankourou, une bonne partie dans le Kasaï, nous sommes en train d'y aller à petits pas, et particulièrement à Goma, nous sommes en train d'y aller à petits pas. Et donc, il faut qu'on ait l'occasion de parfaire tout cela et d'avoir des structures définitives, parce que là, nous sommes encore dans les structures qui sont tout à fait provisoires. Et en ce moment-là, je passerai pour vous expliquer de fond en comble qu'est-ce que le FPU fera aux côtés du président, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Alors, on ne peut pas se séparer comme ça. Qu'est-ce que vraiment vous pouvez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, pour moi, le Congo, il est un. Que nous soyons de la Mouka, que nous soyons de l'Union sacrée de la nation, que nous soyons du FCC, nous devons tous mettre la main à la pâte. Même si des idées sont des idées contraires à celles du pouvoir, même si ce sont des idées de réclamation, ce sont des idées parfois qui amènent des réformes, eh bien, nous devons le faire. Mais j'ajouterai davantage, pour nous qui sommes à l'union sacrée de l'opposition, il faut effectivement ne pas caresser notre pouvoir dans le sens du poil. Lorsque la question appelle des améliorations, il faudrait que nous puissions aider les chefs à pouvoir amener ces améliorations. Parce que demain, c'est le Congo qui gagne. Parce que demain, c'est le Congo qui gagne. Madame Ernestine Nyoka, merci beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition des Enjeux. Merci. Merci. Le rendez-vous est donc pris. Les rendez-vous étaient pris. Merci beaucoup. Merci bien. Madame Ernestine Nyoka, figure de proue du PPRD, après moult réflexions, a levé l'option. Elle est aujourd'hui dans l'Union sacrée sous le label de FPU. Ainsi va la politique en République démocratique du Congo. C'est sans commentaire de notre part. On vous retrouve très vite dans une nouvelle aventure des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.